Au début des années 1990, un pays qui s'était présenté pendant des décennies comme une fédération stable et multiethnique a vu sa monnaie s'effondrer dans l'une des pires hyperinflations de l'histoire. Ce pays était la Yougoslavie, isolé par des sanctions internationales alors qu'il était plongé dans les guerres en Croatie et en Bosnie. Ça vous semble familier ? Si c'est le cas, c'est parce que c'est exactement ce qui arrive à la Russie en cet été 2026. Alors là, les choses vont-elles se dérouler de la même manière ? Est-ce que ce qui s'est passé en Yougoslavie va se répéter en Russie et aboutir à l'effondrement de ce pays ? Nous allons décortiquer ce scénario pour découvrir la vérité. Commençons par la Yougoslavie, car les facteurs de son effondrement préparent tout ce qui va suivre. Lorsque la République fédérative socialiste de Yougoslavie s'est effondrée en 1991, la République fédérale de Yougoslavie qui restait se composait essentiellement de la Serbie et du Monténégro, dirigée officieusement par Slobodan Milošević, qui en deviendra plus tard le président. Si cela vous paraît familier, c'est parce que la situation rappelle le début de l'ascension de Vladimir Poutine en Russie, à la fin des années 1990. La Yougoslavie a continué à défendre ses territoires et à soutenir les forces serbes de Bosnie dans la guerre voisine. En mai 1992, le Conseil de sécurité des Nations Unies a répondu par des sanctions généralisées, notamment un embargo commercial, un gel des transactions financières et une coupure de la plupart des contacts économiques internationaux. Les sanctions ont été encore renforcées en avril 1993. L'objectif était de contraindre Belgrade à arrêter de soutenir la guerre en Bosnie. En pratique, les sanctions ont frappé une économie déjà structurellement faible, et la combinaison s'est révélée catastrophique. Prise isolément, les chiffres sont presque incroyables. En l'espace de 3 mois après l'entrée en vigueur des sanctions de 1992, la production industrielle avait chuté d'environ 40%. À la fin de cette année-là, l'inflation annuelle en Serbie et au Monténégro avait atteint environ 19 810%. Et ce n'était qu'un échauffement. Tout au long de 1993, le pays a sombré dans l'une des pires hyperinflations jamais enregistrées. À son apogée en janvier 1994, le taux d'inflation mensuel a atteint environ 313 millions de pourcents. L'inflation quotidienne avoisinait les 62%, et l'inflation horaire dépassait les 2%, ce qui signifiait que les prix pouvaient réellement changer, pendant que vous faisiez la queue à la caisse, et doubler pratiquement toutes les 34 heures. À la fin de 1993, le salaire mensuel moyen en Yougoslavie n'était plus que l'équivalent d'environ 15 $ américains. Le PIB a chuté d'environ 30% cette année-là. La production industrielle et les investissements ont tous deux baissé d'environ 37%, et le chômage a dépassé les 24%. Derrière ces chiffres, le gouvernement n'avait plus d'option réelle. L'effort de guerre de Milošević, visant à armer et financer les forces serbes de Bosnie tout en maintenant son armée et sa police, absorbait parfois plus de 80% du budget fédéral à cette époque. En décembre 1993, près de 95% de toutes les dépenses publiques étaient financées simplement en imprimant de la nouvelle monnaie. La banque centrale avait déjà été vidée une première fois avant même l'arrivée des sanctions. Dans les derniers mois, avant que la Croatie et la Slovénie ne fassent en sécession, les alliés de Milošević ont organisé un raid sur les réserves en devises de la Banque nationale de Serbie. Ils ont détourné 1,4 milliard de dollars pour soutenir le régime et ses alliés, alors que l'argent était encore un bien fédéral commun. Ce braquage a poussé la Croatie et la Slovénie vers la sortie, laissant l'État croupion sans réserve une fois que les sanctions ont coupé tout moyen légitime de regagner des devises. L'État a agi comme toute économie de guerre sous sanctions. Il a improvisé. Le commerce a délaissé le dinar en chute libre, réajustant ses prix en marks allemands, puis en points indexés sur le mark, car il était impossible de gérer une entreprise ou de faire ses courses avec une monnaie perdant la moitié de sa valeur en quelques heures. Le gouvernement a retardé la mise en route du chauffage dans les immeubles résidentiels publics pour économiser, poussant les résidents à utiliser des radiateurs électriques inefficaces, ce qui a surchargé le réseau et causé des coupures de courant. Les retraités ont appris à repousser le paiement des factures. C'est une particularité de l'hyperinflation où la dette est techniquement plus faible. Si quelqu'un devait 10 000 dinars au début du mois, quelques jours de retard suffisaient pour que l'inflation réduise nettement la valeur réelle de la dette. Et, point crucial pour notre sujet aujourd'hui, la guerre elle-même continuait de consommer de la main-d'œuvre et du matériel qu'un État ruiné, sanctionné et isolé avait de moins en moins de moyens légitimes de fournir. Bien sûr, la Russie en 2026
n'est pas la Yougoslavie en 1993. L'économie de la Russie est plus grande, plus diversifiée, et malgré des années de sanctions, elle exporte encore d'énormes volumes de pétrole et de gaz, même si ce commerce a été compliqué et réorienté plutôt qu'éliminé. La Russie n'a rien connu de comparable à l'hyperinflation de style yougoslave, puisque sa banque centrale dispose d'outils, de réserves et d'une discipline politique que Belgrade n'avait pas en 1993. Ainsi, les rayons russes ne vont pas être étiquetés en points indexés sur le yuan, mais le schéma structurel plus profond, dans lequel le pays prend des mesures économiques de plus en plus extrêmes, est en train de se dessiner visiblement en Russie en ce moment. Et le mécanisme spécifique sur lequel nous voulons nous concentrer, c'est ce qui se passe avec l'approvisionnement en carburant russe et avec la main-d'œuvre russe. Abordons d'abord le carburant, sans doute le problème quotidien le plus visible pour les Russes. Depuis mai 2026, l'Ukraine a intensifié les frappes à longue portée sur les infrastructures pétrolières, ciblant oléoducs, terminaux d'exportation et raffineries au cœur du territoire russe. Selon les reportages de Medusa, chacune des 10 plus grandes raffineries de Russie a désormais été attaquée. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. L'état-major général de l'Ukraine a rapporté que des frappes systématiques avaient mis hors service environ 42,7% de la capacité de raffinage pétrolier prévue de la Russie, avec 8 raffineries touchées en juin et plus de 60 réservoirs de stockage détruits ou gravement endommagés. L'évaluation ukrainienne estime les pertes financières cumulées du secteur du raffinage russe depuis août 2025 à environ 13,5 milliards de dollars. Une analyse indépendante a montré que la production de carburant russe avait diminué jusqu'à 25% sur un an en juin, laissant la production environ 20% en dessous de la demande intérieure. Même si ces chiffres semblent superflus, le problème apparaît aussitôt à la pompe. À la mi-juillet, le média indépendant Medusa a compté au moins 7 régions et villes russes qui avaient introduit un rationnement du carburant selon le numéro d'immatriculation. Oriol, Nijni Novgorod, Pskov, Lipetsk et les régions de Kirov, ainsi que la Moldavie et Astrakhan. Koursk les a rejoints le 15 juillet. La restriction est simple et s'appelle la règle des pairs et impairs, selon laquelle les plaques commençant par un chiffre impair peuvent faire le plein les jours impairs. Cette méthode rappelait celle employée aux États-Unis dans les années 1970, après la révolution iranienne, qui avait réduit fortement les exportations de carburant régional. Cette fois, le dispositif est dicté par une campagne aérienne contre les raffineries elles-mêmes, et non par un problème de commercialisation. L'improvisation devient alors plus étrange, rendant l'écho yougoslave difficile à ignorer. En Russie, dans la région de Krasnodar, l'administration du district de Dinsky a ordonné aux enseignants des écoles publiques de sacrifier une partie de leurs vacances d'été pour travailler en rotation dans les stations-service. Mais ils ne distribuent même pas de carburant, car il n'y en a pas assez pour tout le monde. À la place, ils restent sur le parking pour gérer les files d'attente et calmer les conducteurs en colère. Quant à la rémunération, les enseignants sont récompensés par du thé et du café offerts. Les responsables locaux ont insisté publiquement sur le fait que cette tâche, volontaire, concernait uniquement les enseignants hommes, selon l'idée que les pénuries de carburant touchent plus directement les hommes. Des plaintes dans les groupes locaux ont signalé que les employés recevaient les mêmes horaires,
sous menace implicite de licenciement en cas de refus. Une jeune enseignante s'est plainte que, elle et ses collègues, dont certaines pesaient moins de 50 kilos, étaient envoyées pour gérer physiquement des foules de conducteurs frustrés, sans être payés, et pratiquement sans avoir le choix. Et dans la région de Pskov, les autorités recrutent des bénévoles, et des membres des soi-disant brigades populaires. Ils effectuent des tâches similaires dans les stations-service, tout en utilisant des avis de recrutement qui ne mentionnent même pas de rémunération. À Irkoutsk, le gouvernement régional a suggéré une réservation électronique pour gérer les files d'attente sans personnel sur place. Le gouvernement a préféré des mesures plus strictes fin juin, déployant police et garde nationale pour maintenir l'ordre. Cela montre que le gouvernement anticipe d'éventuels troubles régionaux liés aux inquiétudes sur le carburant, et agit, ce qui était impensable pour un des plus grands exportateurs de pétrole et de gaz. Voyez, un État réaffecte des fonctionnaires, ici des enseignants, pour aider à la logistique lors d'une crise du carburant, hors de leur mission habituelle. Ces choix ont mené à cette situation, car il manque d'argent, de main-d'œuvre volontaire et de marge de manœuvre administrative pour résoudre le problème autrement. C'est une version à petite échelle et à faible enjeu de l'improvisation, que nous avons vue à Belgrade en 1993, lorsque le chauffage a été coupé pour économiser de l'argent, et que les retraités ont joué avec les délais de paiement pour survivre dans une économie qui avait cessé de fonctionner normalement. Les files d'attente pour le carburant ne provoqueront probablement pas d'hyperinflation, mais la tendance à exercer une pression sur les institutions publiques et leurs agents demeure. Notamment, cela rappelle le cas yougoslave. Dans un commentaire sur l'hyperinflation, le Cato Institute a noté que toutes les stations-service de Belgrade étaient fermées, à l'exception de celles qui servaient les ressortissants étrangers et le personnel des ambassades. Si la situation intérieure du carburant en Russie continue de suivre la même trajectoire, il se peut que les enseignants ne soient plus obligés de travailler dans les stations-service très longtemps, car il n'y aura plus de travail à faire. Cette remarque sur la seule station-service en activité ramène à la Russie, où des rapports des débuts juillet montraient que certaines municipalités instauraient une liste de priorités déterminant qui peut éviter la file d'attente. Cette façon de penser et d'agir illustre parfaitement le fossé grandissant entre le gouvernement en place et le peuple russe, qui soutient ce gouvernement, peut-être pour de mauvaises raisons. Passons maintenant au travail, car c'est ici que le parallèle avec un État à court de volontaires pour sa guerre devient explicite. À la mi-juillet 2026, la chaîne russe indépendante TV Rain a obtenu et publié un document divulgué intitulé « Plan de sélection des candidats pour le service sous contrat en 2026 ». Le plan concerne le district de Maïski dans la République de Barachia, dans l'extrême-orient russe. Selon le document, le plan agit d'une manière inhabituelle pour l'économie privée. Il répertorie chaque entreprise opérant dans le district, le nombre de personnes employées par chacune, et combien parmi ces employés sont des hommes âgés de 20 à 60 ans. Et surtout, il indique également un quota précis de travailleurs que chaque entreprise doit envoyer combattre en Ukraine. Et le pire, c'est qu'il est peu probable qu'il s'agisse d'un cas isolé, car les sources à l'origine de la fuite suggèrent que les mêmes quotas sont appliqués dans d'autres régions de la Fédération. Avant de détailler cette démarche, abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos quotidiennes. Ici, à The Military Show, nous sommes déterminés à vous fournir les dernières actualités et des analyses détaillées sur tout ce qui concerne la géopolitique. Revenons aux documents divulgués. Les quotas servent à maximiser les profits du gouvernement ou le nombre de soldats selon un calcul cruel omniprésent durant l'effort de guerre. Le chef de district reçoit un chiffre cible du siège régional, puis répartit cet objectif entre les employeurs locaux. Chaque entreprise doit fournir un nombre précis de travailleurs pour le service sous contrat militaire. Toutefois, si la direction refuse d'envoyer son personnel, une alternative existe. Elle peut payer à la place, en passant un contrat avec une entreprise désignée qui se spécialise dans ce que l'on appelle, par euphémisme, la sélection de candidats pour la guerre. Le tarif rapporté est de 100 000 roubles, soit environ 1300 $ à la mi-juillet, par personne que l'entreprise n'envoie pas directement. Cela ne se limite même pas au secteur privé. Le même plan exige que l'hôpital du district de Maïski fournisse 2 employés pour le service militaire, alors que la région souffre déjà d'une grave pénurie de personnel médical. Les quotas ne tiennent pas compte des secteurs pouvant se passer de main-d'œuvre. Le gouvernement fixe des chiffres et attend qu'ils soient atteints. Mais ce système n'est pas nouveau. Il remonte à 2024 et a évolué depuis. À l'époque, les autorités ont exigé que les entrepreneurs fournissent du personnel pour la guerre, menaçant d'inspection surprise les entreprises non conformes.
Dès 2025, cela est devenu le système explicite de rachat que nous connaissons aujourd'hui. Les entreprises pouvaient payer pour ne pas envoyer de travailleurs. Mais chaque personne manquant au quota coûtait à l'entreprise 450 000 roubles, soit environ 6 000 $. C'est plus de 4 fois le tarif institutionnel en vigueur en Barachia, selon le nouveau plan de 2026. Cette différence montre que le prix pour échapper à ce système varie surtout selon la région, et non selon une échelle nationale unique. Cependant, dans les deux cas, la logique reste la même. La main-d'œuvre d'une entreprise est vue comme une ressource que l'État peut taxer, en personnes ou en roubles. La pression augmente plutôt que de diminuer pour une raison précise. Le quota du district de Maïski pour 2026 exige que les entreprises envoient 61 personnes au front. C'est environ 65% de plus que l'objectif du district de l'année précédente. Cette année-là, seuls 13 ont vraiment signé des contrats. En d'autres termes, le district a largement manqué son quota précédent, et la réponse des autorités régionales n'a pas été de réduire les attentes, mais de presque les doubler pour l'année suivante. En somme, l'État essaie de pallier sa pénurie de main-d'œuvre en utilisant des mesures encore plus strictes. Cela nous amène à l'escalade la plus grave, qui est sans doute pire que ce que les habitants de l'ex-Yougoslavie ont jamais eu à endurer. Radio Free Europe, Radio Liberty, a publié un rapport détaillé début juillet, décrivant un passage de la pression financière et administrative à un recrutement forcé pur et simple. Le rapport indique que cet effort était concentré autour de la ville de Penza, à environ 625 km au sud-est de Moscou. Selon Radio Free Europe Radio Liberty, des hommes ont été arrêtés dans les rues, emmenés dans des bureaux de recrutement militaire, puis forcés de signer des contrats pour combattre en Ukraine. Le rapport a diffusé une vidéo filmée par un passant montrant des hommes assis dans un minibus, tandis que des personnes dehors disaient qu'ils étaient forcés de partir. Les forces de l'ordre russe ont ensuite nié publiquement que toute forme de coercition ait eu lieu. Le reportage de RFL cite aussi des cas qu'il est difficile de qualifier autrement que de busification, terme informel pour désigner l'arrestation d'hommes en âge de servir dans la rue et leur embarquement forcé dans des fourgonnettes. D'abord lié aux difficultés de mobilisation de l'Ukraine, cette pratique révèle que les deux camps rencontrent en fait le même problème. Pour l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a reconnu le problème début 2026 et a chargé le ministère de la Défense de le résoudre. En revanche, la busification en Russie semble complètement sortir du cadre légal. Le rapport indique que l'État a simplement nié les faits, en les qualifiant de faux, et les a mis de côté, ce qui masque également l'ampleur potentielle du phénomène à travers le pays. Les autorités russes niant cette pratique, il n'existe aucun canal officiel pour enregistrer qui a été emmené, où et sous quel prétexte. C'est pourquoi RFERL s'appuie uniquement sur des proches anonymes et des avocats, et non sur des documents officiels du gouvernement. Les abus des centres de recrutement territoriaux ukrainiens sont bien documentés car ils ne sont pas niés. Au contraire, ils sont débattus au Parlement et mentionnés nommément dans les médias ukrainiens. Puis, il y a la supposée hausse des incidents ces dernières années. Avec la hausse des quotas, cela indique que le Kremlin privilégie cette mesure plutôt qu'une nouvelle mobilisation partielle. La dernière fois qu'une mobilisation a été annoncée en 2022, elle a là été suivie du départ de centaines de milliers de personnes, peut-être pour ne jamais revenir, ce qui n'a fait qu'aggraver l'économie russe. En combinant ces éléments, on voit une économie de guerre privée de ses besoins essentiels, carburant et main-d'œuvre. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries causent la même pénurie de ressources que les sanctions contre la Yougoslavie en 1992. Côté main-d'œuvre, l'État suit la même voie que la Yougoslavie à mesure que la guerre dure et que les volontaires manquent. D'abord des incitations, puis des quotas imposés aux entreprises, traitant les travailleurs comme une marchandise taxable. Ensuite, un système de rachat en espèces pose à prix croissant, puis même des enlèvements dans les rues. Milosevic a également continué à se battre au-delà de ce que son économie pouvait soutenir, car reculer aurait eu un coût politique inacceptable. Cela ne veut pas dire que la Russie va forcément se disloquer comme la Yougoslavie. L'effondrement de la Yougoslavie fut aussi causé par des sanctions internationales visant à imposer un changement, s'ajoutant à des systèmes internes défaillants ou sabotés par le parti au pouvoir pour un profit rapide. Au contraire, la Russie continue de recevoir des sommes importantes grâce à son commerce avec la Chine et l'Inde, et elle a toujours accès à davantage de carburant si nécessaire. Malgré les sanctions occidentales, qu'un ancien pays yougoslave a refusé d'appliquer par principe,
L'économie russe continue techniquement de croître, mais à un rythme bien inférieur aux prévisions. Il est donc plus juste de dire que le système actuel russe subit des pressions plutôt qu'il ne s'effondre. La pression signifie que le pays peut s'en sortir, généralement grâce à une aide extérieure ou à une réforme interne. Il est peu probable que le gouvernement russe actuel retienne l'une ou l'autre de ces deux options. Dans le premier cas, si la Chine vient en aide à la Russie, cela signifierait essentiellement une reddition publique à la Chine en tant que leader du bloc, plutôt qu'en tant qu'égal supposé. Dans le second cas, le régime de Poutine repose sur le maintien des mêmes personnes au pouvoir. Donc, s'il y avait des appels généralisés à la réforme, cela prendrait généralement la même forme que ce qui s'est passé le 5 octobre 2000 lorsque le peuple de Yougoslavie a renversé Milosevic. Nous sommes donc sur l'autre voie, après une période de tension, ce qui peut indiquer un échec général. Cela mène aussi au même problème, où quelque chose doit céder. À ce stade, nous observons si ce sera la guerre en Ukraine ou la Russie. Mais cela signifie que le facteur déclencheur ici est le niveau de soutien dont dispose Poutine, et ce soutien diminue lentement au fil des mois. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo et assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour des actualités quotidiennes et les développements les plus importants concernant la guerre en Ukraine et la géopolitique mondiale. Et merci, comme toujours, de nous regarder.